Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner une autre affaire horrible, l'affaire Summer Baldwin. Dans les enquêtes criminelles, quand des crimes ont des traits similaires, on les lit souvent en série. Identifier et arrêter des criminels en série peut prendre des années. La plupart des criminels ont subi violences et abus enfants. Certains ont des troubles mentaux. Néanmoins, ils sont conscients de leurs actes. Pour le monde, ils semblent normaux. Leur entourage ne voit pas qu'ils côtoient un tueur impitoyable. C'était le cas de Rosendo Rodriguez, un jeune homme discret qui a servi dans le corps des Marines. Les témoins le décrivaient comme amical, responsable et bon, incapable de faire du mal à une mouche. Cependant, il s'est avéré qu'il avait brutalement tué 2 jeunes femmes et s'était débarrassé de leur corps d'une façon particulièrement extravagante et inhabituelle. Je peux vous dire que cet homme a été justement puni pour ses actes odieux. Mais commençons par le début pour comprendre cette affaire retentissante et complexe, connaître ses victimes et plonger dans l'enfance du criminel pour comprendre comment il est devenu un monstre. Cette histoire glaçante a débuté le 13 septembre 2005 dans la banlieue de Lubbock, au Texas. Un agent municipal, en service routinier à la décharge locale, a repéré un objet insolite parmi les déchets habituels, une grande valise noire, étrangement intacte et volumineuse. Sa curiosité piquée, il ouvrit la valise, espérant peut-être y trouver un objet de valeur. À son horreur, la première chose qu'il vit en l'ouvrant fut une main de femme manucurée. D'abord, il ne pouvait croire que c'était un vrai corps, et non une poupée ou un mannequin. En ouvrant la valise, il découvre le corps nu d'une jeune femme, genoux contre la poitrine, bras croisés autour du cou. L'ouvrier arrête aussitôt le camion poubelle, ayant apporté la valise macabre, et appelle la police. La décharge est vite bouclée, le camion et son contenu minutieusement examinés. Trouver des indices dans une décharge semblait impossible, mais ils espéraient au moins découvrir l'identité de la femme. Aucune pièce d'identité ni objet personnel n'a été trouvé dans la valise. Le seul signe distinctif était un petit tatouage sur la jambe avec le mot « été ». Les légistes devaient déterminer la cause du décès, tandis que les experts devaient identifier la victime et son meurtrier. L'autopsie révèle des blessures multiples infligées de son vivant, dont des signes de violence sexuelle. Cependant, la cause du décès était l'asphyxie positionnelle. Encore en vie dans la valise, elle a suffoqué dans l'espace confiné. À la découverte du corps, elle était morte depuis environ 1 jour. L'analyse d'empreintes a identifié la victime. Summer Lee Baldwin, 29 ans. Née en 1976 à Washington, Summer était douce, gentille et ouverte. Brillante étudiante, elle avait une personnalité vive et beaucoup d'amis. Rêvant d'être actrice, Summer avait de grandes aspirations. Après le lycée, elle s'inscrit au collège, mais les études étaient dures. Des amis l'ont invitée au Texas pour changer d'air et d'opportunités. Summer a déménagé à Lubbock, espérant prendre un nouveau départ. On ignore quand la vie de Summer a basculé, mais elle est devenue accro à l'alcool et aux drogues sans en parler à sa famille. Sa dépendance s'est aggravée, causant perte d'emploi et fréquentation douteuse. Ses rêves d'actrice brisés, elle s'est tournée vers l'escorte pour survivre. Ses parents, ignorant ses problèmes, croyaient qu'elle menait une vie réussie. Ils ont été anéantis quand la police les a informés de sa mort tragique en septembre 2005. Les infos sur les amis et lieux de Summer étaient délimitées. Fait notable, Summer était témoin clé dans une affaire fédérale de faux monnayage peu avant sa mort. Ça suggérait un meurtre commandité par un gang, attirant l'attention du FBI et plaçant l'enquête sous haute surveillance. Rebecca, meilleure amie de Summer Baldwin, fut la première interrogée par la police. Elle a révélé le métier de Summer et parlé de ses ex, dont un violent qui la frappait et la harcelait après leur rupture. Cet homme est devenu le premier suspect de l'affaire. L'ex de Summer a été arrêté le jour même, mais a nié toute implication. Il semblait même sincèrement choqué et attristé par sa mort. Il avait un alibi solide. La veille du drame, il s'était bagarré ivre dans un bar et avait passé la nuit en cellule avec un autre fauteur de troubles. La police a donc dû relâcher le premier et unique suspect de l'époque. Un autre ami et, disons, collègue de la victime a fourni des infos bien plus cruciales à l'enquête. Selon Marjorie, elle avait vu Summer la veille du meurtre et elles avaient même échangé quelques mots. Elles se sont croisées le 11 septembre sur le parking d'une épicerie. Marjorie a raconté qu'une camionnette rouge s'est garée, d'où est sorti un jeune homme athlétique d'allure latino pour faire des courses. Pendant ce temps, Summer, voyant son ami, est sortie côté passager pour la saluer. Elle a dit à Marjorie que c'était son client, qu'elle voyait pour la 2e fois ces derniers jours. Après que l'homme soit sorti du magasin, il a pris le volant,
et Summer est vite remontée dans la camionnette. Marjorie a continué sa routine sans voir où la camionnette est partie, ni où le couple comptait se retrouver. Elle a précisé n'avoir jamais vu cet homme avant, supposant qu'il n'était pas du coin. Sa seule description, cheveux très courts, style militaire, vu l'obscurité et la difficulté à bien le voir. La valise, devenue cercueil d'une jeune femme, paraissait vraiment bizarre. Extérieur souillé de détritus, mais pas usé et roues neuves. Intérieur impeccable. Doublure comme neuve. Étiquette en parfait état. Même l'attache plastique du prix était intacte, comme si l'acheteur ne l'avait pas touché. Cette marque de valise se vendait partout, mais ce grand modèle dans 2 magasins seulement. Grâce au code barre parfaitement conservé, on a découvert qu'une paire de valises identiques avait été vendue la veille de la macabre découverte dans un Walmart du même quartier où la fille a été vue vivante pour la dernière fois. Le premier achat fut fait l'après-midi, le second vers 2 heures du matin, ce qui était suspect. Les policiers s'y sont rendus et ont demandé les vidéos de surveillance du magasin. En les examinant, ils ont vu que la première valise avait été achetée par un couple âgé. Ces personnes n'étaient pas suspectes, mais on les a trouvées et elles ont montré la valise pour un voyage. La deuxième valise fut achetée par un jeune latino athlétique aux cheveux très courts, style militaire. On soupçonnait que c'était l'homme vu avec la victime sur le parking du supermarché. De plus, l'homme a acheté des gants jetables à la caisse. Les caméras externes du parking ont fourni plus d'infos. Elles ont filmé l'homme chargeant la valise dans un van rouge. Trop de coïncidences ont convaincu la police d'avoir trouvé leur homme. Il fallait l'identifier et l'interroger. L'homme prudent a payé en espèces pour ne laisser aucune trace. Mais il a négligé les caméras du parking qui ont filmé sa plaque. La police a vite identifié le véhicule loué par Rosendo Rodriguez, réserviste des Marines. Rodriguez n'avait pas de casier et était inconnu de la police. Il était à Lubbock pour quelques jours d'entraînement avec son unité. Trouver Rodriguez fut difficile, car il n'était pas à l'hôtel de son unité. La police a découvert qu'il avait retiré une grosse somme d'un DAB d'un autre hôtel, probablement pour la valise et les gants. La chance a souri à l'enquête. La chambre louée par Rodriguez, déjà libérée mais pas nettoyée, a fourni des preuves cruciales. Des taches brunes ressemblant à du sang séché couvraient le tapis, le lit et les murs. Une étiquette de valise neuve était près du lit et la poubelle contenait des préservatifs et gants jetables usagés. L'analyse médico-légale a confirmé que le sang séché appartenait à Summer et l'ADN sur les contraceptifs et gants correspondait aux deux. Ils avaient trouvé le meurtrier, mais Rodriguez avait déjà quitté la ville. Cependant, avec toutes les infos nécessaires, le retrouver fut simple. Rosendo Rodriguez III est né le 26 mars 1980 à Wichita Falls, Texas, dans une famille pauvre d'immigrants mexicains. Des rapports suggèrent qu'il a subi violence et mauvais traitements dans sa petite enfance. Son père, dominateur et agressif, luttait contre l'alcoolisme et maltraitait souvent sa famille. Enfant, Rosendo était aussi agressif, se bagarrant fréquemment à l'école, mais en grandissant, il a appris à maîtriser sa colère. Après le lycée, il est allé à l'université Texas Tech, s'éloignant de ses parents. Vivant indépendamment, il a eu divers jobs, pizzeria, coursier, employé de bureau, avant de s'engager dans les Marines américains. Ses collègues militaires décrivaient Rodriguez comme calme, équilibré, discipliné et responsable. Vu comme un bon ami, serviable, cultivé et séduisant, il était populaire auprès des femmes. Rodriguez a été arrêté le 15 septembre à son domicile à San Antonio. À l'arrivée de la police, il était calme, semblant ignorer la gravité de la situation. La fouille a révélé une chemise rayée et un short, tenue portée lors de l'achat de la valise filmée. De plus, son ordinateur portable et son téléphone ont été saisis. Les premières semaines, Rosendo est resté muet, niant toute implication dans le meurtre de Summer Baldwin. Cependant, les preuves l'accablaient. Sur conseil de son avocat, il a commencé à donner sa version des faits, qui différait nettement du scénario établi par les experts. Rodriguez a d'abord expliqué qu'il avait réservé par erreur un hôtel différent de ses camarades. Il connaissait juste le nom de la chaîne hôtelière prévue, a choisi au hasard et s'est rendu compte après l'enregistrement que les autres étaient ailleurs. Il a décidé de ne pas changer d'hôtel, les supérieurs ayant indiqué que ce n'était pas nécessaire. Il n'a pas expliqué pourquoi il s'était inscrit sous un nom différent. Le matin du 10 septembre, Rodriguez a loué une camionnette pour se déplacer plus facilement en ville. Ce soir-là, il a affirmé avoir rencontré Summer Baldwin par hasard. Selon lui, il a vu une blonde assise sur un banc, le visage dans les mains, comme si elle pleurait. Intrigué et inquiet, il s'est arrêté pour voir si elle allait bien et avait besoin d'aide. Ils ont entamé une conversation.
Elle s'est calmée, puis ils sont allés dans sa chambre d'hôtel, où ils ont parlé et bu un peu, sans intimité. Le lendemain, Rosendo l'a raccompagnée, mais ils ont convenu de se revoir le soir. Il l'a récupérée au même endroit vers 21h. Ils sont allés au supermarché, où Summer a vu son amie Marjorie. De retour à l'hôtel, Rodriguez dit qu'ils ont eu une intimité consentie. Après, Rodriguez dit que Summer est devenue agressive, exigeant de l'argent. Le surprenant, car il ignorait qu'elle était escorte. Quand il a refusé, elle aurait sorti un couteau de son sac et l'aurait menacé. Il l'a désarmée et frappée au visage, lui faisant saigner du nez. Rodriguez affirme n'avoir pas voulu la blesser, mais avoir agi en légitime défense. Peu après, Summer s'est effondrée sur le lit, convulsant, l'écume aux lèvres. Il dit avoir essayé de l'aider, sans faire de bouche à bouche à cause du sang et de l'écume. Après une minute, elle a cessé de respirer. Réalisant qu'elle était morte, il a paniqué. Il est allé au magasin le plus proche, a acheté une valise et des gants, est retourné à l'hôtel, a mis son corps dans la valise et l'a jeté, sachant qu'il irait à la décharge le lendemain. Il a quitté l'hôtel, rendu la voiture et est rentré à San Antonio comme si de rien n'était. Les enquêteurs ont vite compris que Rodriguez mentait vu les nombreuses incohérences dans son récit. Par exemple, Marjorie, qui a vu Summer sur le parking, a dit que Summer lui avait clairement indiqué que l'homme était un client avec qui elle avait déjà eu un rendez-vous payé. Rodriguez dit que tout était consensuel, mais les preuves sur le corps de Summer montrent qu'elle a été abusée. La première nuit était sans doute consentie, d'où l'accord pour le revoir. De plus, Rodriguez a prétendu n'avoir frappé Summer qu'une fois pour la calmer, mais elle serait morte d'une crise. Pourtant, l'autopsie a révélé 30 ecchymoses récentes sur le corps de Baldwin et plusieurs coups de couteau. Elle était vivante quand il l'a mise dans la valise, contredisant sa version des faits. Lors d'une perquisition chez Rodriguez, la police a saisi son ordinateur, révélant un historique inquiétant. Les 3 jours avant son arrestation, il cherchait des infos sur Summer, sa disparition et si son corps était dans une décharge. Rodriguez cherchait aussi Johanna Catherine Rogers, 16 ans, disparue à Lubbock 1 an et demi plus tôt. Quand les autorités ont offert à Rodriguez un accord en échange d'infos sur Johanna, incluant une peine réduite et évitant la peine de mort, il a accepté à contre-cœur et a raconté son histoire. Il a rencontré Johanna, une lycéenne de Lubbock, fin avril 2004. Le 4 mai, dans sa chambre d'hôtel, tout a basculé. Une dispute sur l'argent, des menaces de procès pour viol, Rodriguez panique, étouffe Johanna accidentellement. Il cache le corps dans sa valise et le jette. La police, pour renforcer l'affaire, a fouillé la décharge municipale. Plus d'1 an après, ils ont miraculeusement trouvé une valise avec les restes de Johanna malgré la décomposition. L'ADN a confirmé l'identité. Cette preuve a permis d'inculper Rodriguez comme tueur en série avec un mode opératoire cohérent. Malgré les preuves accablantes, Rodriguez espérait éviter la peine de mort jusqu'au bout, s'attendant à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Cependant, le tribunal en a décidé autrement. Le facteur décisif était que Summer Baldwin était enceinte de 3 mois lors de sa mort tragique. Ce facteur aggravant a été crucial. Le tribunal a déclaré Rodriguez coupable de meurtre au 1er degré, le condamnant à mort par injection létale. Ses appels ont tous été rejetés. En prison, Rodriguez a même tenu un blog sur la justice pénale. Le 27 mars 2018, presque 10 ans après sa condamnation pour ses crimes odieux, Rosendo Rodriguez a finalement été exécuté, le lendemain de son 38e anniversaire. La sentence a été appliquée à la prison de Huntsville, au Texas. C'était la 4e exécution au Texas et la 7e aux États-Unis pour l'année 2018. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, d'autres histoires choquantes vous attendent.